officiel d'une délégation ministérielle de la CEDEAO en Guinée-Bissau afin d'évaluer la situation dans le pays. L'impasse qui s'est installée a freiné le processus de formation du gouvernement. Niamey, la capitale nigérienne, fait sa toilette pour abriter le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs infrastructures hôtelières ont été réalisées ainsi qu'un nouvel aéroport. Au Soudan, les autorités militaires ont bloqué depuis 2 semaines l'accès à Internet. Dans le jardin verdoyant d'un café de Khartoum, une dizaine de jeunes ont les yeux rivés sur leur portable, un oasis pour se connecter. Voilà le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Visite officielle d'une délégation ministérielle de la CEDEAO qui arrive en Guinée-Bissau afin d'évaluer la situation dans ce pays. En effet, l'impasse qui s'est installée a freiné le processus de formation d'un gouvernement. Reportage. La situation qui prévaut en Guinée-Bissau devrait être présentée devant les chefs d'État lors d'une conférence le 29 juin prochain à Abuja. Une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, médiatrice dans la crise, a effectué mercredi une visite de quelques heures à Bissau. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a fixé mardi la date de l'élection présidentielle au 24 novembre, selon un décret officiel publié à la suite de consultations sur les moyens de sortir de la crise politique. L'annonce officielle de cette date n'a pas débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale, où le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102. Ils ont exprimé un sentiment de décontentement, dans le sens que les engagements qui ont été pris lors de leur dernier séjour à Bissau traînent. Alors nous, on a partagé avec la mission notre lecture de la situation et la même conclusion de ce qu'on connaît depuis. Nous voulons dire que c'est une grande honte. Nous sommes en train d'être instruits par d'autres États sur comment diriger notre pays. Ils sont en train de nous apprendre notre propre loi. C'est vraiment honteux. J'espère que cette fois-ci, nous allons en finir une fois pour toutes. Le président de Guinée-Bissau a refusé mercredi de nommer à la tête du gouvernement le chef de la majorité parlementaire, son ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, avec qui il entretient des relations difficiles. La crise entre les deux hommes, pourtant issus du même parti, avait éclaté en août 2015 avec le limogeage de Pereira qui était alors son premier ministre. Les deux hommes ne s'entendaient pas sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars remportées par le PAIGC, ce petit pays, lusophone d'Afrique de l'Ouest, peine à sortir de la crise politique. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril, les débats achoppent sur la composition du bureau de l'Assemblée. Au Soudan, les autorités militaires ont bloqué depuis 2 semaines l'accès à Internet. Dans le jardin verdoyant d'un café de Khartoum, une dizaine de jeunes ont les yeux rivés sur leur téléphone portable. Ils y ont trouvé une petite oasis pour se connecter. Reportage. L'accès à Internet et surtout à la 4G des portables est largement bloqué depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un sitting de manifestants organisé devant le QG de l'armée pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. C'est aussi le quotidien qui est bousculé. Plus d'accès aux réseaux sociaux, mais aussi il est impossible de commander un taxi à travers des applications, par exemple, ou encore communiquer avec ses proches à l'étranger. On vient 1 heure par jour, c'est tout, pour regarder Internet, pas plus. Parce que, de toute façon, la situation générale au Soudan, c'est que personne ne peut communiquer avec personne, sauf ceux qui communiquent avec l'étranger. Si nous sommes à l'extérieur, sans Wi-Fi, on ne peut pas appeler ou transférer les messages vers nos proches. Je suis indien. Avant, je faisais tous mes appels avec WhatsApp uniquement. Maintenant, je ne peux plus appeler avec WhatsApp et le Wi-Fi est aussi très lent. Human Rights Watch a dénoncé le blocage d'Internet comme une violation flagrante des droits humains, soulignant que dans bien des cas, des gouvernements cherchant à réprimer l'opposition politique pacifique ont bloqué Internet. Le Conseil militaire a récemment justifié ce blocage. Concernant les réseaux sociaux, il dit y voir une menace pour la sécurité du pays en ce moment où cela n'est pas autorisé.
Niamey, la capitale nigérienne, fait sa toilette pour abriter le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs infrastructures hôtelières ont été réalisées ainsi qu'un nouvel aéroport. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Même si certains chantiers ne sont pas livrés à temps, l'essentiel a été fait et réceptionné à la veille du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu du 4 au 8 juillet 2019. Des grandes voies menant de l'aéroport au centre-ville ont été réalisées et le palais des congrès en rénovation. Coup sur coup, le président Issoufou Mahamadou a inauguré l'hôtel présidentiel Radisson Blu, un hôtel de grand standing 5 étoiles répondant aux normes internationales, ainsi que l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, pouvant accueillir n'importe quel type d'avion et plusieurs à la fois. Une fierté nationale, selon le chef de l'État. Niamey, sur le plan du transport aérien, va être un hub aérien pour la sous-région. Et au-delà de l'aspect aérien, notre capitale va être un hub pour accueillir des événements internationaux. C'est ça notre objectif, afin de rentabiliser l'investissement qui a été réalisé. La conférence 2019 de l'Union africaine va réunir à Niamey plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. 4000 participants pour célébrer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et échanger sur l'intégration régionale et le développement du continent. Le procès consacré à l'assassinat de 2 touristes scandinaves décapités au Maroc a repris jeudi devant le tribunal antiterroriste de Saleh, près de Rabat. Les auditions des derniers accusés sont prévues, puis le verdict suivra. Les détails. Le procès des 24 prévenus soupçonnés d'être liés directement ou indirectement à la tuerie et d'appartenir à une cellule djihadiste se tient devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Salé depuis le 2 mai. 7 des accusés doivent encore être entendus. Le tribunal doit aussi statuer sur une demande de la partie civile de convoquer un religieux marocain, le tchèque Mohamed Al-Magaroui, qui supervise plusieurs écoles coraniques à Marrakech où plusieurs des prévenus ont suivi des enseignements. Son nom a été évoqué par les principaux accusés. Nous demandons à ce qu'il soit entendu pour déterminer s'il a une responsabilité dans leur embrigadement, a dit à l'AFP l'avocat des parents d'une des 2 victimes, maître Khalid El Fatawi. Lors des audiences précédentes, les principaux suspects sont passés aux aveux en avouant avoir décapité les touristes ou avoir filmé la scène avec un téléphone portable. Après eux, leurs complices présumés ont nié toute implication dans l'assassinat. Certains ont toutefois revendiqué des idées djihadistes, tandis que d'autres ont nié avoir été embrigadés. Les principaux accusés risquent théoriquement la peine de mort, toujours prononcée au Maroc, même si un moratoire est appliqué de facto depuis 1993. Pour rappel, Louisa Westerhagen Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Juland, une Norvégienne de 28 ans, ont été décapitées mi-décembre au nom du groupe djihadiste État islamique alors qu'elles campaient sur un site isolé dans le Haut-Atlas. Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a déclaré être décidé à poursuivre son offensive pour conquérir Tripoli. Il rejette ainsi l'initiative de sortie de crise proposée par son rival politique Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Dans un entretien avec The Address et The Observer, 2 sites d'information libyens publiés dans la nuit de mercredi à jeudi, le maréchal Haftar a affirmé que son offensive, lancée début avril, ne s'arrêtera pas avant que tous ses objectifs ne soient atteints. Sur le terrain, la situation est excellente et j'appelle les Libyens à ne pas prêter attention aux rumeurs sur notre retrait, a-t-il dit. Le 4 avril, le maréchal Haftar a lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement national d'union, reconnu par la communauté internationale. Les forces du maréchal sont depuis bloquées aux portes de la capitale et les positions sont figées. Malgré ce statu quo, le maréchal se dit confiant dans la victoire et la possibilité d'une phase politique après les combats. Il est question d'un retour au processus démocratique, élections, nouvelle loi électorale sans défaut cette fois et un nouveau comité de rédaction de la Constitution, mais surtout un équilibre dans la répartition des revenus pétroliers selon Haftar.
Une proposition pas fondamentalement différente de celle émise dimanche par son rival Fayez al-Sarraj, qui prévoit notamment des élections en 2019 et la tenue d'un forum libyen. Mais pour le maréchal Haftar, le projet de Sarraj manque de sérieux et d'éléments susceptibles de résoudre la crise, estimant qu'il est issu des propos de Ghassan Salamé, l'émissaire de l'ONU en Libye. Accusé par Sarraj de vouloir saper le processus démocratique pour établir une dictature, le maréchal s'en défend et assure ne pas s'opposer aux solutions politiques ou aux élections. Il estime néanmoins qu'elles sont irréalisables tant que le pays est sous la coupe du terrorisme, des frères musulmans, des milices, des réseaux criminels et de la corruption. En Centrafrique, le premier tour de la présidentielle qui sera couplé aux législatives aura lieu le 27 décembre 2020. L'annonce a été faite ce mercredi à Bangui par le rapporteur de l'Autorité nationale des élections, Julius Badar. Reportage. Le calendrier électoral du double scrutin présidentiel et législatif en Centrafrique a été dévoilé ce mercredi par l'Autorité nationale des élections. Et selon ce calendrier, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre 2020. L'information a été donnée par le rapporteur de l'Autorité nationale des élections, qui a ajouté que le second tour de l'élection présidentielle est prévu le 14 février 2021. Le budget pour l'organisation de ce double scrutin est estimé à 24 milliards de francs CFA. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Julius Gwadebaba a reconnu que la tenue de la joute électorale nécessite un financement conséquent pour notamment l'enrôlement des électeurs et l'acquisition des matériels électoraux. Cependant, le compte de l'Autorité nationale des élections logé à la Banque des États de l'Afrique centrale n'est pas approvisionné par le gouvernement, a renseigné le rapporteur de l'ANE. Selon lui, même si un financement annuel de 500 millions de francs CFA est inscrit dans le budget, le gouvernement n'a rien versé depuis 2017. Par conséquent, Julius Gwadebaba a indiqué que l'Autorité nationale des élections ne dispose pas de ressources financières indispensables à l'organisation des élections. Si toutes les étapes de l'organisation de l'élection ne sont pas exécutées à temps, l'Autorité nationale des élections dit craindre un glissement du calendrier électoral. Pour l'heure, seule l'Union européenne s'est engagée à supporter la moitié de ce budget. Malgré les soupçons de corruption qui l'éclaboussent, le président Ahmad Ahmad se maintient à la barre de la Confédération africaine de football à la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Néanmoins, il restera pendant au moins 6 mois sous le regard de la Fédération internationale de football association. Reportage. Dans un communiqué publié lors de la conférence de presse d'ouverture de la CAN, la CAF a annoncé la nomination de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Tsamoura, comme déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août, pendant 6 mois pour superviser la CAF tout en restant à son poste de numéro 2 de la FIFA. La décision des 2 instances internationales fait office de réponse aux multiples polémiques et scandales qui ont agité la CAF ces derniers mois. Au cours de la conférence de presse au stade du Caire, le président Ahmad a affirmé avoir sollicité lui-même cette supervision de la FIFA qui prévoit notamment un audit général de la CAF dans les plus brefs délais par la FIFA et la CAF. Le dirigeant à la tête de l'organisation sportive africaine depuis mars 2017 avait été interpellé le 6 juin à Paris par l'Office anticorruption de la police judiciaire. Il est ressorti libre et sans poursuite de sa garde à vue quelques heures après son interpellation dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Marseille, notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux. Elle porte sur la rupture par la CAF en décembre 2017 d'un contrat avec Puma au profit d'une autre société basée dans le sud de la France, fournissant, elle, du matériel Adidas. Cette nouvelle péripétie ne fait que s'ajouter à une série de mésaventures traversées par la CAF ces derniers mois. Pour les amoureux du cul, auront rendez-vous à 20h ce jour pour le débat.